Salut et bienvenue sur Stat en ML pour tous. En ce jour, nous allons explorer une nouvelle application Python d'un thème super important, comment identifier et gérer les valeurs aberrantes avec Python. Dans la vidéo du jour 6, nous avons exploré ce thème, l'identification et la gestion des valeurs aberrantes de façon théorique. Et pour rendre cet apprentissage du jour 6, pour ceux qui l'ont suivi de façon plus concrète, nous allons en ce jour faire une application sur une base de données très connue en data science et pour ces applications, le dataset Diamonds de la librairie Seaborns de Python. Ce dataset contient en fait plus de 50 000 informations sur des diamants, des informations sur 50 000, plus de 50 000 diamants contenant des informations comme leur prix, leur poids, leur profondeur. Et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous invite à suivre, à revoir la vidéo du jour 6, ou bien tout du moins, si vous avez quelques notions, je vais quand même tout expliquer chaque thème lorsqu'il sera utilisé. Sans toutefois tarder, on y va pour l'application Python. Donc, l'objectif en fait sera de tout d'abord charger et explorer le dataset Diamonds, ensuite d'identifier les valeurs extrêmes et aberrantes. Comme on l'a vu, pour identifier les valeurs extrêmes et aberrantes, on peut soit par visualisation en utilisant histogramme, boxplot, ou bien une méthode comme l'intervalle interquartile, le z-score, ou bien les quantiles extrêmes. Et pour gérer ces valeurs aberrantes, on va les remplacer par une approche par la même approche que les valeurs manquantes lorsque les valeurs sont aberrantes, ou bien en utilisant une transformation log racine carré discrétisation lorsqu'il s'agit d'une variable quantitative. On peut également utiliser la visualisation. Ces thèmes seront expliqués par la suite. Donc, nous utiliserons donc comme librairie la librairie Seaborns, Pandas, Seaborns et Matplotlib pour la visualisation, NumPy pour le calcul de log, pour la manipulation, Pandas pour gérer les bases de données et CP pour la fonction visualize, bien qu'on ne l'utilisera pas, mais c'est juste pour vous dire, vous pouvez, au lieu de le faire comme on l'a fait, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction visualize de Python pour appliquer la visualisation. Donc, on va également utiliser une fonction analyse univariée que nous avons écrite tout ensemble lorsque nous avons fait la description des valeurs aberrantes, la description la description des données avec Python. Et lors de ce jour, nous avons construit cette fonction, une fonction qui prend en entrée une base de données, et la liste des variables quantitatives et la liste des variables qualitatives et affiche les statistiques descriptives. Donc, pour commencer, on y va. On a notre base de données. Je devais créer output pour commencer, pour être sûr de ne rien pas me tromper. Donc, nous verrons donc push le dataset, data diamonds de la librairie Seaborns, Seaborn.load dataset diamonds et l'aperçu print data.head. On a donc ces variables. Donc, chaque ligne en fait de la base de données contient des informations sur un diamant. Carat, le poids, cote la taille, je crois. Cote, c'est la taille du diamant, la qualité de la taille du diamant qui influence le prix. Carat, c'est le poids du diamant. Un carat, en fait, c'est 0,2 grammes qui influence le prix. La couleur du diamant, la pureté, la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur du diamant. Et lorsque tu charges les données d'une librairie, tu peux utiliser data.info pour voir les informations, pour avoir quelques informations sur le dataset. Et puis aussi, on n'a pas regardé datadiamonds.shape pour avoir la taille du dataset. Donc, on a 53 940 observations, les informations de 50 sur 53 940 diamants. Et on va également vérifier si les valeurs manquantes. Généralement, les données qui sont déjà dans les packages n'ont souvent pas de valeurs manquantes. Comme rappel, pour vérifier s'il y a les valeurs manquantes ou pas, data.isNull.sum pour avoir le nombre de valeurs manquantes par variable. Et puis, on se rend compte que dans notre dataset, nous n'avons pas de valeur manquante. On peut également faire .describe pour les fonctions classiques. Describe
Là, ça va afficher uniquement les valeurs, les variables qui sont quantitatives. On voit déjà qu'on a compte ce nombre d'observations, 53 940, min la moyenne, STTDK type, le minimum, le quantile à 25%, à 50%, 75%, masse. Par exemple, une valeur de poids à 0,4 signifie quoi? Ça veut dire que 25% des diamants ont un poids inférieur ou égal à 0,4 carats. 75%, 1,04, ça veut dire que ici, là, cette valeur représente quoi? Ça veut dire que 75% des observations des diamants, 75% des diamants ont un poids inférieur à 1,04 carats. Sachant qu'un carat, en fait, c'est quoi? C'est 0,2 grammes. Donc, près de 75% moins de 75% des diamants ont ont un poids inférieur ou égal à 0,2 grammes. Là, c'est la profondeur, le prix en dollars américains, la largeur, la longueur, la hauteur. Et ce def, il est calculé en utilisant x égale x, y, z, en utilisant cette formule. Z sur min entre x et y fois 100. La profondeur diamant en pourcentage. Donc, on a décrit notre base de données. On peut également les visualiser en utilisant notre fonction. Là, je l'avais même fait là. OK. Donc, on prend les variables quantitatives parce que notre fonction analyse univariée, quoi. C'est une fonction qui prend en entrée une base de données, la liste des variables quantitatives et la liste des variables qualitatives et affiche des statistiques descriptives. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ne l'ont pas fait, je vous présente un peu. À la fin, je vais vous envoyer le lien pour pouvoir télécharger le notebook. Souvent, je ne le fais pas, mais je pense que c'est important de le faire pour que vous puissiez appliquer. Donc, pour les variables quantitatives, ce qu'on cherche, on affiche la moyenne, la médiane, l'écart type, le premier quartile, le troisième quartile. On visualise le box pour l'histogramme et la densité. Et pour les variables qualitatives, ce qu'on fait, on affiche, pourquoi tu ne descends pas? On affiche la valeur la plus observée, le mode. Le mode représente la valeur la plus observée, la modalité la plus de référence, le nombre de modalités, effectif par modalité. On affiche également l'histogramme et le camembert. SN.quantum plus, c'est pour l'histogramme. Et ensuite, le camembert par la suite. On affiche également le camembert pour décrire nos variables qualitatives. Donc, pour décrire une variable quantitative, ce qu'on va faire, on a besoin de la moyenne, la médiane, l'écart type, le premier quartile, le troisième quartile. Et pour la visualisation, l'histogramme, box plot, ainsi ça suffit. Et pour une variable qualitative, la valeur la plus observée, le mode, l'effectif par modalité, l'histogramme, le camembert qui est beaucoup plus utile pour les variables qualitatives qui n'ont pas beaucoup de modalités. Donc, c'est cela. Donc, on a chargé notre base de données, on a un bref aperçu, on sait un peu ce que signifie chaque variable. Clarity, en fait, il y a aussi la variable clarity, c'est la pureté, si le diamant est pur ou pas. Du moins pur au plus pur. I1, S1, moins pur au plus pur. Et puis, donc, en utilisant notre fonction analyse univariée, ça nous permet d'avoir la moyenne de carats, c'est 0,8. Une moyenne à 0,8, ça veut dire quoi? Que si les 54 000 observations, les 54 000 diamants avaient le même poids, ça serait de 0,8. C'est ça que signifie 0,8, une moyenne à 0,8. C'est-à-dire, on a une valeur là. C'est-à-dire que si on veut paramétrer les tendances centrales, avec carats, on fera ceci. Euh, Pourquoi il y a une erreur? J'essaie un peu de regarder. Ah, price lock. Ouais, parce que je n'avais pas fait ça. Le premier quartile, comme on a dit, il est à 0,4. Ça veut dire que 25% des diamants ont un poids inférieur à 0,4 carats. Le troisième quartile à 1, et ainsi de suite. Avec le boss plot, ce qu'on représente, on voit déjà là qu'il y a beaucoup de valeurs extrêmes, ou bien on peut penser que c'est une description à queue l'autre, mais lorsqu'on regarde la densité, on voit que c'est tellement faible, du coup on va les considérer comme étant extrêmes, on va les ramener. Avec la méthode de blend interquartile, on ramène dans ces valeurs-là. La description de la profondeur, et un petit rappel pour ceux qui ne se rappellent pas, l'indéplacement du boss plot, voici le boss plot. Là, c'est la valeur, cette valeur représente soit le min ou bien la borne inf permettant de savoir si on est extrême ou pas, la borne sup permettant de savoir si on est extrême ou pas. Cette borne inf et borne sup sont calculées avec une formule qu'on donnera plus haut et toutes les valeurs qui sont en dehors de ces bornes inf et sup sont considérées comme extrêmes généralement. Et là, cette ligne représente la médiane.
Là, c'est le min. Là, c'est le premier quartile, 25%. On a 25%, 50%, 75%. Et puis, bonus sup. Et puis là, c'est le max. Donc là, c'est l'histogramme et K-type. Donc, on va également interpréter le prix également. Là, ce sont les valeurs du prix. Vu que la moyenne du prix est à 3932. C'est-à-dire que si tous les diamants avaient le même prix, ce serait 3932. Par contre, la médiane est déjà à 2400. C'est-à-dire que 50% des diamants ont une valeur inférieure à 2400. Par contre, on a des diamants qui ont un prix à 20 000 dollars. Ce qui fait qu'on va ramener dans ces valeurs. Pour la suite, on va ramener les valeurs du prix. Donc, les valeurs du prix prennent des valeurs très grandes. On a des valeurs très très grandes, des valeurs très très faibles. Avec beaucoup de valeurs très très faibles. Par exemple, on a plein de valeurs là à 400 dollars. Par contre, on a les valeurs, on a les diamants qui peuvent coûter jusqu'à 20 000 dollars. Alors qu'on a une moyenne qui est à 3 000. Donc, si on considère ce 20 000 et qu'on prend la moyenne, on va voir, on se rend déjà compte que si on dit, on veut caractériser le prix du diamant par un seul prix des 50 000, on va dire les 50, si tous les 50 000, si tous les 50 000 diamants avaient le même prix, ce serait de 39 000. Mais ce n'est pas le cas parce que on voit qu'il y a les diamants qui ont un prix qui va jusqu'à 20 000. Pour la suite, pour le prix, déjà, on voit déjà que pour gérer ces valeurs aberrantes qui sont très nombreuses et qui donnent une que l'autre, on va considérer plutôt le log du prix pour la suite. Là, c'est la largeur qui est également multimodale. On a beaucoup de valeurs extrêmes là. On a une valeur extrême là. Ce X, en fait, c'est pas une valeur extrême normalement. Cette valeur ici, c'est une valeur aberrante normalement. Cette 0 doit être considérée comme valeur aberrante. Parce qu'en fait, on a une largeur qui est égale à 0. Est-ce qu'on peut avoir un diamant avec une largeur égale à 0? Normalement, il doit être considéré comme aberrant. Mais on peut également le ramener là. Ou bien là. Ou bien le ramener à la moyenne. On a également y qui est égal à 0. Certaines valeurs de y qui sont égales à 0. Là, ce sont les valeurs aberrantes parce qu'on ne peut pas avoir un diamant qui a une longueur à 0. On peut avoir 0,0 mais pas 0 complètement. Donc là, c'est une valeur aberrante. La description, on est là. Et pour les variables qualitatives, on a code qui est la taille du diamant. La taille du diamant. La qualité de la taille du diamant qui influence beaucoup le prix. Idéal, premium, very good, good, fair. Donc là, c'est le camembert. Pour ceux qui ne savent pas interpréter le camembert, en fait, c'est sous forme, c'est un disque sur lequel on met chaque part de la modalité. Qu'est-ce qu'elle est la part? Par exemple, Idias, les diamants Idias, 40% de nos diamants sont Idias, 25% sont premium, 22% sont very good, 9% sont good, 3% sont fair. Donc, c'est ça le camembert. Et avec le camembert, avec cette variable, on voit que pourquoi c'est pas affiché, oui, c'est là. La valeur la plus observée, c'est IDIAS. On a bien là, c'est IDIAS avec 40%. On a 5 modalités. Effectif par modalité. Là, c'est effectif par modalité. Et puis, camembert et histogramme. Camembert, très pratique, c'est très visuel, rapide à voir. Et puis, on a également ceci pour la couleur. Là, ce sont les différentes couleurs. La couleur de notre diamant qui impacte également le prix. On a également la pureté du diamant. La pureté du diamant qui est là, quand même, est très claire et il présente super bien. 22% sont là, 17% sont à SI2, ainsi de suite. Maintenant, pour identifier et gérer les valeurs aberrantes et extrêmes, on a déjà une petite idée en utilisant notre fonction. Donc, en appliquant directement notre fonction que nous avons construite la dernière fois, ça nous permet déjà de voir, d'identifier juste en visualisant qu'il y a des valeurs qui ne s'en donnent pas. Par exemple, on a une longueur de diamant qui est à 0, une largeur de diamant qui est à 0. Là, ce sont des valeurs aberrantes qui doivent être gérées comme si elles étaient manquantes. Mais vu qu'on a des valeurs manquantes, en fonction de l'analyse que vous êtes en train de faire, vous verrez, vous pouvez utiliser ceux qui sont à 0 en les ramenant à la bonne if ou bien en les ramenant à la médiane ou le mode. Donc, pour identifier, là, c'était juste pour appliquer ce qu'on avait vu au jour 6 de façon sommaire, donc pour appliquer chaque méthode. Pour identifier les valeurs manquantes, on a dit on peut visualiser en utilisant le box plot pour les valeurs quantitatives, box plot et histogramme. En représentant le box plot, avec le box plot, on voit que carat, le poids, on a beaucoup de valeurs manquantes, la profondeur, on a beaucoup de valeurs, pas manquantes, mais valeurs extrêmes. Table, on a beaucoup de valeurs extrêmes. Le prix qu'on va les remplacer en utilisant, on va calculer le log de box plot également.
Mais avant de faire ceci, on a dit qu'on devait remplacer le prix par le log. C'est que, bon, on va ajouter le prix par le log. Cela se fait, on va faire data pour cela, c'est data diamonds. Le nom de la nouvelle variable que tu veux utiliser, je vais l'appeler price log. Et puis, pour calculer le log, la fonction numpy pour les opérations mathématiques, numpy.log, tout simplement. Et tu mets data diamonds de price. Et puis, tu as ta valeur. Là, on a déjà data diamond de log. Et puis, j'ajoute aussi price log à la liste de mes variables count. Pour cela, ça se fait comment? Tu peux faire var count point égal à var count plus price log. Et puis, tu affiches pour te rassurer que c'est bien ajouté. Price log est bien là à la fin. OK. Vu que c'est là, c'est bon. On va également se rassurer que ce calcul a été bien fait. Donc, on va faire data diamonds. On va sélectionner le prix, le price et price log pour voir comment la variation a tellement changé. Mais on va visualiser tout à l'heure qu'on va le faire. Point describe, c'est encore. Bon, pas de point describe, point tel. 3. Là, c'est valeur. 2753. On vérifie quand même que ça a été bien fait. np.log. Quand tu prends le np.log de 2757, qu'est-ce que ça te renvoie? Ça te renvoie bel et bien 7,92. Donc, tes calculs ont été super bien faits. Donc, ça va. On continue. Dans la visualisation, on va le refaire là avec le price log pour voir la différence dans la visualisation entre les deux. La taille, c'est trop petite. Voilà, pour mieux visualiser, j'ai mis à 15. Là, c'est exactement comme c'était tout à l'heure. Le prix, c'est ça. Par contre, lorsqu'on regarde le price log, qu'est-ce qu'on a? On se rend maintenant compte, lorsqu'on passe au log, on se rend directement compte qu'on n'a plus de valeur extrême, comme on observait tout à l'heure. Par exemple, regardez, là, on a box plot de price log. Le voici là. On a plus, donc là, on a déjà géré les valeurs extrêmes de price log. Déjà, les valeurs extrêmes de price log ont été gérées tout simplement en passant au log. Donc, on a pris le prix qui prenait des valeurs entre 300 et 20 000. Mais juste que la moyenne était à 3 000, on est passé au log. Juste en passant par le log, on se rend compte en représentant l'histogramme, en représentant le box plot, en représentant la fonction de densité, on se rend directement compte que nous n'avons plus de valeur extrême. C'est faux à quel point juste une simple transformation nous résout le problème. Par exemple, voici le prix, le box plot du prix, qui est tout simplement là. On a ça. Et puis, le box plot du prix passe au log, il n'y a plus de valeur extrême, il n'y a plus de valeur aberrante. Donc, pour le prix, ça a déjà été géré. Donc, on n'a même plus besoin de gérer. Mais toutefois, on va l'utiliser quand même. Donc, on peut également identifier un intervalle interquartile. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, excusez-moi, lorsqu'on prend l'histogramme, le box plot, ceci représente en fait le mean entre soit le mean ou bien cette borne inf, le quantile à 25% moins 1,5 intervalle interquartile. L'intervalle interquartile, c'est quoi? C'est la différence entre le quantile à 75% moins le quantile à 25%. Donc, c'est ça l'intervalle interquartile. Et généralement, avec le box plot, on dit lorsqu'on a une valeur qui est inférieure à cette borne inf, elle est considérée comme manquante. Donc, moins 1,5 fois intervalle interquartile. Ou bien, s'il est supérieur à cette valeur, il est considéré comme étant manquante. Donc, c'est à ça que représentent ces valeurs
ces valeurs qui sont là. Donc, cette valeur se représente en fait ces bornes if et sup. Donc, on va ramener dans nos points à ces valeurs. Lorsqu'on représente là, on voit bien qu'on a besoin de les ramener là. Par exemple, entre 10 et 60, on ne voit pas quel est l'intérêt de garder les valeurs qui prennent très peu de points. Et puis, si on identifie bien ceci, ces valeurs-ci, si on analyse bien, on a une largeur qui est à 60, à 30, ça semble pas normal. On pourrait les ramener, les considérer comme valeurs aberrantes. Ce sont des valeurs aberrantes. Là, ce sont des valeurs aberrantes. Là, ce sont des valeurs aberrantes. Là, c'est une valeur aberrante également. Bah, c'est tellement éloigné des autres. Mais peut-être ça peut se produire dans la vraie vie, mais une largeur quand même à zéro, on sait que ça peut pas se produire. Donc pour la suite, je crée une copie de Data Diamonds pour ne pas la modifier parce que je peux en avoir besoin, je peux faire des erreurs, je peux ne pas vouloir de relancer, de recharger mon Jupyter. Du coup, je crée une copie de ma base de données pour pouvoir identifier et gérer directement mes valeurs manquantes. La première méthode, c'est en utilisant l'intervalle interquartile. Donc, en utilisant cette méthode, en fait, par intervalle interquartile, cela consiste à faire quoi? Donc, je calcule le quantile à 25%, le quantile à 75%, juste à faire point quantile 25%, point quantile 75%. Donc, DF, ma base de données, la variable point quantile, là, ça permet de calculer quantile. L'intervalle quantile, c'est cette différence, la borne if et la borne sup. Donc, si j'ai une valeur qui est inférieure à la borne if, je la considère comme extrême. Si j'ai une valeur qui est supérieure à la borne sup, je la considère comme extrême. Et puis, je remplace donc. Donc, pour identifier les valeurs manquantes, j'utilise ceci. C'est pour ça que on va utiliser cette condition. Donc, si j'ai une valeur qui est inférieure à la borne if, ou bien j'ai une valeur qui est supérieure à la borne if, cette valeur est considérée comme extrême. Donc, c'est pour ça que j'ai créé donc, la variable isExtreme IQR pour pouvoir donc gérer ça. Donc, alors, on est là. Donc, on prit le nombre de valeurs extrêmes avec ceci. Et puis, on gère les valeurs extrêmes. Pour gérer les valeurs extrêmes, j'ai utilisé ceci, df_layer de f de ceci, np.where. En fait, lorsque tu veux écrire un truc if, else, tu peux utiliser la clause de np.where. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est très, très utile. Le np.where, c'est np.where. Il est très utile en Python et ça sauve vraiment. np.where, comment il se fait? La condition. Si la condition est vérifiée, alors remplace par x. Si la condition n'est pas vérifiée, remplace par y. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, c'est np.where. Where, si la condition est vérifiée, alors mets x. Si la condition n'est pas vérifiée, mets y. Donc, si la condition est vérifiée, choisis entre x et y en fonction de la condition. C'est ce que je fais là. Donc, ici, là, ce que je fais, donc pour remplacer et gérer mes valeurs manquantes en utilisant la méthode intervalle interquartile, donc j'utilise donc cette clause np.where. Donc, je prends ma valeur, les valeurs de la variable. Si la valeur est inférieure à la borne if que l'on a définie, qui est définie de cette façon, si la valeur est inférieure à cette borne if, alors je le remplace par la borne if. Sinon, s'il est supérieur à la borne sup, je le remplace par cette valeur. Mais s'il n'est pas extrême, alors je le remplace tout simplement. Je laisse la valeur telle qu'elle. C'est ainsi que je gère les valeurs extrêmes en utilisant la méthode de IQR. Donc, c'est exactement ce qui est fait. Donc, pour prendre encore un petit cas pratique, par exemple, je prends cette variable carat, variable table. Là, c'est la borne if, là, c'est la borne sup. Toutes ces valeurs qui sont là, je vais les ramener à cette valeur. Et toutes ces valeurs qui sont supérieures à cette borne, je les ramène à ça. Donc, c'est ça que fait la clause. Donc, je prends toutes les valeurs. Pour chaque diamant, je regarde le prix des tables. Je regarde la profondeur ou bien je regarde le carat de poids. Si j'ai un poids qui est supérieur à ça, je le ramène à ça. Si j'ai un poids supérieur à ça, je le ramène à ça. C'est une façon de gérer les valeurs extrêmes pour ne pas fausser les analyses, pour ne pas troubler les analyses. Donc, c'est ce qui est fait là. Puis bon, on va laisser. Je voulais voir si je dois retirer directement le prix vu que c'est à gérer. Mais bon, laissons, on va voir ce que ça va sortir vu que ce sont des descriptions. Donc, la clause NPWare, c'est très important. Par exemple, en le faisant, on voit que le poids, il y a le nombre de valeurs extrêmes avec le poids, il y a 1800. Avec la profondeur, on est à 2545. Avec les on est à 605. Le prix. Lorsqu'on utilise le prix sans logarithme,
on est à 3540 valeurs extrêmes. Avec X, Y, Z, on est à 32, 40, 29. Mais lorsqu'on utilise le price lock, dans les prix transformés avec le lock, en utilisant la méthode IQR, on n'a plus de valeurs extrêmes. Donc, en utilisant le log, en transformant une variable qui prend des valeurs sur une étendue très élevée, en utilisant le log ou la racine carrée, ça permet en fait de réduire l'effet des valeurs extrêmes. Là, on n'a plus de valeurs extrêmes lorsqu'on utilise le log du prix. Ce qui fait que le log du prix, prix est déjà gérable, nous le transformons avec le log prix. Une autre approche consiste à utiliser les Z-score. Te rappelles-tu de ce que c'est qu'un Z-score? Le Z-score, en fait, c'est ceci. Voici le Z-score, on l'a vu dans le jour 6. Le Z-score, en fait, c'est cette valeur Z qui indique de combien d'écart type la valeur une observation est en dessous ou au-dessus de la moyenne. Donc, voici le Z-score. La formule, c'est quoi? On prend l'observation, moins la moyenne de l'observation sur la variable dans l'échantillon divisé par l'écart type. Donc, c'est comme ça qu'est calculé le Z-score. Et en général, une valeur de Z, du Z-score supérieur à 3 en valeur absolue indique une valeur anormale. Donc, c'est ça le Z-score. Si je ne me rappelle pas, c'est ça le Z-score. Le Z-score a cette formule XI moins la moyenne divisée par l'écart type. Si j'ai un Z-score supérieur à 3, ça veut dire qu'il y a une valeur normale. Si la valeur est aberrante, est extrême, pas anormale, mais extrême, la valeur extrême. Et si j'ai une valeur inférieure à 3, je la considère que bon, ça va, c'est pas extrême. Donc, c'est ce qu'on va le faire ici. Si c'est en valeur absolue, je m'excuse s'il n'y a pas la valeur absolue. Et c'est donc ce qu'on va faire là en utilisant l'approche basée de score. Donc, pour chaque variable, on prend la valeur moins la moyenne divisée par l'écart type. Donc, c'est ce qui est fait là. La moyenne moins la valeur moins la moyenne divisée par l'écart type de la variable. Et donc, si donc, la valeur est extrême, c'est extrême si et seulement si la valeur de ce z-score est supérieure à 3. Et donc, j'affiche donc le nombre de valeurs extrêmes, z-score, là, pour chaque valeur. Et avant de faire ça, il faut que j'affiche un peu notre DF à l'heure pour que vous voyez en fait comment ça s'est passé. Point de, j'aime bien tel à la place de hate. Par exemple, le dernier carat, c'est celui-ci. En utilisant le prix, est-ce que le prix est manquant? Le prix est là. Est-ce que le prix est extrême? Non. Feu si c'est extrême. Est-ce que le X est extrême? Non. Est-ce que le Y est extrême? Non. Est-ce que X est extrême? Non, pas du tout. Est-ce que le prix est extrême? Non. C'est ça qui affiche là, pas du tout. Donc avec le Z, ce qu'on fait pareil. Donc on va mettre si c'est extrême ou pas avec ceci là. Là, c'est notre condition. Donc si le Z-score est supérieur à 3, on le considère comme extrême. Si le Z-score est inférieur à 3, on ne considère pas comme extrême. Donc le Z-score en valeur absolue. Et puis, on compte le nombre de valeurs extrêmes en utilisant cette méthode. Et comment on gère par visualisation. Gérer par visualisation, ici, ça veut dire quoi? La visualisation, on l'a vu, je sais toujours, la visualisation, ça consiste à faire quoi? L'objectif de la visualisation est généralement de réduire l'influence des valeurs extrêmes tout en les conservant dans les analyses. Et on peut, par exemple, ici, là, c'est une représentation que j'avais fait en utilisant, on a la distribution de la densité de notre variable qui est là. On va assurer le quantile à 1%, le quantile à 99%. On ramène toutes les valeurs qui sont inférieures au quantile à 1% à ce quantile et toutes les valeurs qui sont supérieures au quantile à 99% à ce quantile. Et voici la nouvelle distribution. Donc, c'est exactement ça que fait la visualisation. Donc, dans ce cas, lorsque tu utilises une approche des Z-scores, pourquoi j'utilise l'approche par visualisation lorsque je détecte par Z-score? Parce que ce 3, c'est en fait, ça vient du fait qu'en fait, le quantile à 99% d'une loi de student à peu près à 3, je crois. Donc, c'est un peu ça qui est utilisé. Donc, ce 3 ci provient en fait des quantités d'une loi normale, centrée réduite. C'est pour ça que la valeur est centrée, moins la moyenne divisée par l'écart type. Donc, on gère cela. Donc, lorsque tu as identifié en utilisant une approche par Z-score, tu gères cela avec la visualisation. Tu ramènes toutes les valeurs qui sont inférieur au quantile à 0,1. Dans la borne inf, c'est pour ça que c'est considéré comme la borne inf, le quantile à 1% et la borne sup, le quantile à 99%. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? df à l'heure de ceci égale à, toujours avec notre clause npwhere. npwhere c'est quoi? If, condition, valeur, sinon valeur.
Donc, je fais dans NPWare. Si la condition est vérifiée, donc si j'ai ma valeur inférieure à la borne if, je le remplace par la borne if. Dans le cas contraire, donc sinon si, c'est un peu moins ici, c'est un peu comme un sinon si. La valeur est supérieure à la borne sub, je remplace par la borne sub. Dans le cas contraire, je garde la valeur telle quelle. Donc, c'est ce qui est fait là avec cette méthode. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le code cette fois-ci. Vous pourriez le consulter. Dans le carat, il est là. Le nombre de valeurs extrêmes, Z score, il est là. Même en utilisant l'approche par Z score, le poids, on a 439 valeurs manquantes. Par contre, avec l'approche par Z score, on a moins de valeurs manquantes pour le prix que par l'approche avec l'interventeur quartile. 43 là. Et comme d'hab, lors du prix, il n'a plus de valeur extrême. Donc, le prix, en fait, c'était la valeur au départ qui avait le plus de valeur extrême dans notre jeu de données. Mais en faisant tout simplement une simple transformation log, on n'a plus de valeur extrême. Donc, c'est pour vous rappeler à quel point le fait souvent de prendre des valeurs. Donc, quand tu as des valeurs qui sont sur une étendue très grande, ramener, transformer, une simple transformation par racine carrée, le log suffit, lorsque ce soit des valeurs positives, suffit en fait pour ne plus avoir de valeur extrême dans ta base de données. Sinon, tu utilises une approche par Z score ou bien une approche par intervalle interquartile. Donc, vu qu'on l'a fait, on a fini. On va donc visualiser pour voir les différences avant et après. Pour voir les différences avant et après, donc, j'ai fait un graphe pour chaque variable quantitative. Je fais la comparaison des répartitions de la variable après l'addition de valeurs extrêmes. Et on va afficher avant le box plot et la densité avant et après. Donc, pour chaque variable, on va avant visualisation, avant, sans gérer les valeurs manquantes, en utilisant la visualisation ou bien remplacement par l'intervalle quartile et on voit à quoi cela ressemble. Là, c'est le poids. Voici le poids là. Comparaison ici du poids. Le poids, le box plot du poids avant, donc normalement, c'est ici. Après visualisation, on a ça. Là, on a encore quelques petites valeurs extrêmes, mais ça va, c'est gérable. Mais en remplaçant par l'intervalle quartile, c'est qu'on ramène toutes les valeurs. En fait, l'intervalle quartile, comme on l'a dit, on ramène toutes les valeurs qui sont supérieures ici à ça, à cette valeur-ci, ou bien les valeurs qui sont inférieures à cette borne-ci, à cette valeur-ci. Donc, c'est ce qui est fait avec l'intervalle quartile parce qu'on a visualisation, il va regarder le quantile à 1%. Peut-être si on utilisait un quantile à 5%, il devait tout ramener. Mais vu qu'on utilise un quantile à 1%, ça va. Parce que là, vu qu'on a une petite queue lourde là, c'est mieux d'utiliser 1%. On garde les gars, vu qu'ils sont quand même assez nombreux. La densité, avant visualisation, on avait quelque chose qui était comme ça. Après visualisation, on a ceci et ceci. Donc, on voit qu'après visualisation, lorsqu'on gère bien nos valeurs extrêmes, on a une densité qui est beaucoup plus maniable et beaucoup plus gérable. On a également la profondeur. La profondeur avant visualisation, on avait quelque chose qui était de ce genre. Les valeurs, ces valeurs-ci, qui étaient très extrêmes, sont ramenées là. Donc, toutes ces valeurs-ci, avec l'intervalle quartile, sont ramenées ici et ici. Et avec une visualisation, on va juste prendre les 1% valeurs les plus faibles qu'on va ramener au quantile à 1%. Et les 1% les plus élevés, on va ramener au quantile à 99%. C'est ça qui est fait avec une visualisation. On a pareil avec la variable. Il y a quelques valeurs qui sont restées, mais ça va, ça s'est très bien passé. Là, on avait du mal à visualiser la densité de ça, mais maintenant, on peut bien visualiser la densité. On voit qu'il y a plein de bimodales, donc on voit clairement que ce n'est pas une distribution normale. Et puis, on a également les valeurs extrêmes également du prix, le prix avant. C'était comme ça. Après visualisation, on voit que même après visualisation, on a encore plein de valeurs extrêmes. Ce qui fait que c'était pas la bonne approche et qu'on a ça. Densité avant-après, c'est beaucoup plus visible, mais pas trop. À variable X, on a plus nos valeurs aberrantes qui étaient anormales. Ce que je cherche là pour terminer, c'est le prix, la variable prix. Le prix, juste en passant au log, on n'avait plus besoin de gérer les valeurs extrêmes. Donc, lorsqu'on est passé le prix au log, on passe visualisation, ça reste pareil parce qu'il n'y a plus de valeur extrême là qu'il faut ramener là. Le quantité à 1%, il est bien représenté. Pas besoin de passer pour le faire. Il n'y avait plus de valeur supérieure dans le Z-score. Toutes les valeurs avaient un Z-score supérieur à 3, inférieur à 3 plutôt en valeur absolue. Donc, plus besoin d'appliquer la visualisation bien
remplacement par interquartile et la densité reste la même. Donc, on a fini avec la vidéo de ce jour. J'espère que cela vous a plu. Et pour conclure, lorsque on veut gérer les valeurs extrêmes et valeurs manquantes dans un jeu de données, on peut les identifier en utilisant l'histogramme, le box plus la variable quantitative, le diagramme en bas et le camembert si on a une variable qualitative. Camembert, c'est beaucoup plus intéressant lorsque on n'a pas trop de valeurs. Et autre outil, autre que la visualisation, donc pour identifier les valeurs manquantes, on va visualiser box plot, histogramme si la variable quantitative. On va également utiliser diagramme en bas ou quand même c'est la variable qualitative. Et on peut également identifier pour les variables quantitatives en utilisant un intervalle interquantile, c'est-à-dire en représentant le box plot ou bien en regardant les quantités extrêmes ou le Z score. Et comme petit rappel, le Z score en fait, le Z score c'est quoi? C'est cette valeur qui indique de combien d'écarts type la valeur ici est en dessous ou au-dessus de la moyenne. Et le Z score a cette formule, on prend la valeur, c'est un peu comme standardisé. Et se rassurer que lorsqu'on standardise, on n'a pas une valeur absolue qui est supérieure à 3. Une valeur supérieure à 3, en valeur absolue indique une valeur normale. Ça découle tout simplement en fait de la loi normale des quantités, la loi normale de quantité à 1%, la loi normale de quantité à 5%, la loi normale. Et pour gérer les valeurs extrêmes, on peut supprimer ou bien les considérer comme manquantes. Si on a les valeurs aberrantes, on peut analyser au sens métier les valeurs extrêmes pour les gérer. On peut transformer les données lorsqu'il s'agit des valeurs extrêmes. Transformer, par exemple, dans notre cas, en prenant le prix, lorsqu'on est passé au log, on n'avait plus de valeurs extrêmes. Donc, c'était super cool. On peut également discrétiser les valeurs. Une autre méthode pour gérer les valeurs manquantes, les valeurs extrêmes, c'est aussi les discrétiser. Donc, regrouper la variable, considérer la variable quantitative en classe, ou bien utiliser la winsorisation, c'est-à-dire ramener aux quantités extrêmes. Et pour les variables qualitatives, comment c'est géré? On va les affecter à une autre modalité, ou bien créer une nouvelle modalité pour les valeurs qui sont extrêmes, tout simplement. Et pour winsoriser, la winsorisation, comme petit rappel, l'objectif en fait, c'est de réduire l'influence des valeurs extrêmes tout en les conservant des analyses. Ce qu'on fait, c'est qu'on considère un quantique qu'on va utiliser. Par exemple, dans notre cas, on a utilisé le quantique à 1%, 1%. Ce qui est fait avec la winsorisation, c'est quoi? Toutes les valeurs qui sont inférieures au quantique à 1% sont ramenées à cette valeur, au quantique à 1%, et toutes les valeurs qui sont supérieures au quantique à 99% sont ramenées à cette valeur. Et lorsqu'on les ramène, on a quelque chose, on a une densité qui ressemble à ceci. Et comme on le remarque bien, c'est ce qui est bien remarqué là, c'est par exemple là, Y avant, après, c'est bien ramené. Avant, après, c'est clair et c'est plus visible. On visualise, ça permet de mieux visualiser notre variable. Par exemple, la table avant et après, ça permet de bien voir. On voit bien qu'on a là une médiane à 57. On a un quantile à 1% à 56. Ça se voit clairement. Alors que là, on a du mal à identifier c'est quelle valeur ça. Donc, il faut toujours gérer les valeurs extrêmes et aberrantes dans notre base de données parce que ça peut fausser clairement les analyses. Merci et j'espère que si cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelque chose, ce serait un plaisir. Ce serait un plaisir de le savoir et n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer car il y aura encore plein de vidéos. À la fin, je vais mettre en commentaire ou bien je vais mettre dans le descriptif le lien pour pouvoir télécharger ce notebook. Au revoir.